Donc, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, comment se planter avec les blogueurs. Donc, l'agenda va être le suivant. Nous allons commencer par un rapide aperçu des évolutions et de l'évolution du paysage RP. Donc, quel est-il? Quelles en sont les conséquences et l'impact sur une bonne stratégie RP aujourd'hui? Est-ce qu'il va falloir changer ces bonnes pratiques? On verra ça au début. Ensuite, nous allons essayer de déterminer un profil de blogueur. Qui sont ces fameux blogueurs et ces influenceurs? Donc, on va essayer vraiment de vous en faire une présentation, ce qui vous permettra peut-être de mieux les comprendre, de mieux les cerner et d'essayer de percer un petit peu l'environnement dans lequel ils baignent. Ensuite, nous aurons une troisième partie sur qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire avec un blogueur. Et enfin, on va quand même finir sur, et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement rentrer en relation avec ces blogueurs et pour diffuser son actualité à travers leur blog. Voilà, donc pour ce faire, on est vraiment très content d'accueillir Catherine Sarbeny. Bonjour Catherine. Bonjour Cindy, bonjour à tous. Donc, je vais vous dresser un rapide portrait de Catherine Sarbeny. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la communication depuis 25 ans. Qui s'est petit à petit concentré sur les relations presse et qui a été attachée de presse pendant de nombreuses années. Et puis, il y a un an, Catherine a décidé de monter son blog, donc d'avoir son propre blog qui s'appelle OnlyCat. Alors, déjà parce qu'elle en avait envie, et aussi parce que ça a pu permettre une double casquette, donc celle d'attachée de presse, et puis en même temps d'être de l'autre côté de la barrière en étant blogueuse. Et c'est comme ça qu'elle peut partager aujourd'hui, et on la remercie, toute son expérience et toute sa visibilité sur les choses à faire, à ne pas faire. Et on est vraiment content de l'avoir avec nous. Voilà, donc pour information, Catherine dispense des formations RP et également des formations RP 2.0. On va faire un rapide tour d'horizon de l'évolution des relations presse. On est passé effectivement des médias traditionnels à ce qu'on appelle les nouveaux médias, et ça a déjà impacté notre façon de travailler depuis un certain temps. On est passé du courrier au SMS et même aux messages privés sur Twitter ou sur Facebook. Contacter les journalistes, les blogueurs, c'est devenu moins formel et quelque part plus facile. Les voyages de presse, on est passé aux conférences téléphoniques. On cherche tous effectivement à diminuer les coûts, notamment dans les entreprises. Avant, on mesurait l'impression, combien on avait eu d'articles, où ils étaient positionnés, le nombre de lignes, le nombre de mots, de photos. Et aujourd'hui, on est passé à la mesure d'influence. Donc, aujourd'hui, nous avons non seulement des journalistes qui sont toujours influents, mais on a également l'apparition de ces nouveaux influenceurs que l'on appelle notamment des blogueurs. Il y a d'autres influenceurs qui sont importants, qui ne sont pas blogueurs, mais là, on va essayer de se concentrer sur cette population. Voilà. On va essayer de déterminer qui ils sont. Il faut bien savoir que 44% des blogueurs sont salariés, et il y en a quand même beaucoup plus qui travaillent sans être salariés. Par exemple, comme moi, j'ai créé mon blog, je ne suis pas salariée, je travaille en indépendant. Donc, je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, 60% minimum des blogueurs ont une activité, en tout cas, à côté de leur blog. Quand j'ai créé le mien, c'était forcément parce que j'avais envie de m'exprimer, mais c'était également pour en faire un espèce de laboratoire. Mieux comprendre les contraintes des blogueurs, du genre écrire un billet, ça prend du temps. Quand on sort du travail, on n'a pas forcément envie de s'y remettre. On est fatigué, il faut passer pour s'occuper de sa famille, il faut s'occuper de soi. Et s'il faut passer 2 heures avant de comprendre le mail qu'un annonceur ou qu'une marque nous envoie, on abandonne. Ça me permet également de comprendre toutes les techniques de référencement et pourquoi c'est si important pour un blog, ces techniques de référencement. Ça me permet également de comprendre comment on écrit un billet et les infos qu'un blogueur attend. Il y a quelque temps, il y avait eu une étude qui avait été faite auprès des blogueurs pour cerner un petit peu qui ils étaient. Et on voit qu'il y a clairement une majorité de 25-34 ans, mais néanmoins, il y en a qui sont
qui sont plus âgés. On a 22% de 35 à 44 et 8% au-delà. Il y a à peu près autant de femmes que d'hommes. Et ce qui est intéressant également, c'est de savoir pourquoi ils acceptent de parler d'une marque. C'est souvent l'intérêt du produit, l'affinité avec la marque, l'opportunité de tester le produit. Je peux vous dire que ça, c'est très apprécié. Une offre spéciale pour leurs lecteurs, par exemple, faire bénéficier d'une réduction ou de gagner un cadeau. Ils aiment bien parce qu'effectivement, souvent, ça draine du trafic sur le site. Aider une nouvelle marque pour 37%, moi, j'en ai pas vu dans mon entourage à ce niveau-là, 37%. Le billet sponsorisé, forcément, quand on est payé, ça aide. Que pensent les blogueurs des prises de contact quand ils sont donc contactés par les marques, les attachés de presse, les annonceurs, etc. ou les community managers? 1 sur 3 déclarent ne pas être satisfait. De par mon expérience, je pense qu'on est largement au-delà. Donc, comment griller à coup sûr avec les blogueurs? Donc, la première chose, c'est effectivement le mauvais ciblage. Je vais vous parler de Achille, qui est le créateur du blog Romgame, qui est spécialisé en jeux vidéo et rétro gaming. Un jour, il reçoit un mail d'un annonceur qui lui demande s'il peut louer un emplacement sur sa manifestation afin d'installer un stand qui vend des pommes de terre et des saucisses. Donc, on est quand même très loin des jeux vidéo et du rétro gaming. Même si c'est un geek, il passe pas son temps forcément à manger des patates et des saucisses devant son ordi. Ça a légèrement énervé Achille, qui a fait un article sur son blog. Je vais vous laisser découvrir ce qu'il a mis dans son blog. L'article est assez long. Je ne peux m'empêcher de vous livrer ici un véritable chef-d'œuvre, une magnifique expérience à ciel ouvert, un champion du monde, bref, un texte qui est à la campagne marketing, ce que Nabila est aux mathématiques quantiques. Donc, inutile de vous dire qu'un article comme ça se retrouve très rapidement sur Google et il est même en fait en tête des recherches puisqu'il a cité le nom de la société. Donc, je vous laisse imaginer pour la réputation de cette entreprise ce que ça peut donner. Je persiste à envoyer tout et n'importe quoi à tout le monde. Je vais vous parler maintenant de Natacha, qui est une blogueuse lyonnaise et qui reçoit un jour un mail pour l'inviter à une dégustation de champagne à Paris, tout frais payé dans un hôtel particulier, donc voyage et nuit. Alors forcément, café Natacha. J'ai un blog de chronique familiale où j'aborde très peu mon alcoolisme légendaire. J'étais la seule dans ce cas. Tous les autres invités étaient des blogueurs food ou vin. Mais je n'ai pas pu refuser. Ça a été la soirée et la nuit la plus pétillante de ma vie de blogueuse. Donc là, le danger n'est pas pour la réputation de l'entreprise, mais le danger est quand même pour ses budgets. Je pense que on peut inviter un blogueur qui n'est pas directement dans sa cible, mais il faut quand même qu'on reste dans sa sphère d'influence. Une autre technique qui est très détestée par tous les blogueurs, c'est de faire du mass mail. C'est-à-dire qu'on envoie le même texte à tout le monde. Là, dans ce cas-là, Mathieu avait reçu donc via Facebook un mail pour l'inviter, enfin pour lui communiquer une information. Or, sur Facebook, vous n'avez pas le droit d'envoyer des mails en quantité copier-coller. Ça a été supprimé sur Facebook, il a pu le récupérer sur son téléphone mobile et donc il nous a restitué que le message qui fait 3 pieds de long sur Facebook a été copié-collé donc à 74 personnes et il nous rappelle qu'une communication unique et personnalisée est très importante parce que sinon cette communication sera considérée comme du spam autant par Facebook que par le blogueur, le lecteur. Autre chose que l'on voit régulièrement, la non-personnalisation du mail. Et ça donne des choses très drôles dans les groupes Facebook. Tous les mails qui commencent par Madame, Monsieur, là c'était Achille effectivement qui avait reçu ce mail-là.
Et avec beaucoup d'humour, il dit « Aucun parent n'a encore choisi de prénommer sa petite fille Achille ». Il y a également Michael qui nous dit qu'un type qui adore son blog lui a envoyé un mail pour avoir son point de vue de maman sur son projet. Très intéressant. Et quand on se trompe de nom, chère Isabelle, raté au pire, moi c'est Cranou, sinon c'est Natacha. Autre chose Catherine, j'ai une question qui se prête plutôt à ce qu'on est en train de dire, donc je vais peut-être pas attendre le temps de pause. On me demande du coup, est-ce qu'on envoie des communiqués de presse à des blogueurs ou non alors? On en envoie, tout à fait. On peut s'adresser à eux de cette manière-là? Bah, bien sûr. D'accord, parce que on n'est pas obligé, je veux dire, de les contacter via Facebook, via les réseaux sociaux. On peut quand même utiliser la sphère un peu plus traditionnelle. Ben, en tout cas, moi, je le conseille de commencer, en tout cas, par cette sphère un peu plus traditionnelle, en faisant attention au contenu du communiqué et en faisant attention au message. Très bien, merci. Et une autre pratique qui est très énervante, c'est de prendre le blogueur pour son copain. Je vais vous montrer des exemples de choses que j'ai reçues. Carrément, salut Catherine, on a développé une nouvelle appli, tu vas voir, c'est génial, blablabla, avec un lien vers le site internet. N'hésite pas à me recontacter si tu veux en savoir plus. Bise. Très sincèrement, j'ai même pas cliqué. Voilà, bref. Il y a un minimum de correction à avoir quand on s'adresse à quelqu'un. Un blogueur, c'est quelqu'un comme vous et moi. Le truc aussi qui m'a bien amusé, le bonjour, bonjour, à la fin du mois d'octobre, notre semaine sera consacrée à tel thème. En PJ, un communiqué de presse détaillé. Voici une sélection de visuels en haute définition, rien que pour vous. Nana, nous restons à votre disposition. Ciao, Christine. Le bonjour, bonjour, j'aime pas trop le ton. Le ciao, on peut dire au revoir ou bonne journée, c'est quand même un peu plus poli. Et en plus de ça, quand on est blogueur, on déteste recevoir des visuels en haute définition parce qu'on va prendre un temps fou à les repasser au format web. Voilà. Donc typiquement, ça, c'est quelque chose qu'elle a dû adapter d'un envoi à un journaliste. Et on continue donc à prendre le blogueur pour un lapin crétin. Je vais vous donner des exemples très concrets. L'entreprise qui demande d'écrire un billet et qui promet de faire parvenir l'objet après. Dans ce cas-là, c'était un éditeur qui a sollicité une blogueuse pour qu'elle écrive un article sur la sortie d'un livre en lui disant on vous l'envoie dès qu'il est sorti. Donc forcément, 3 mois après, toujours rien reçu. Donc elle en parle sur son groupe Facebook et ça donne lieu à de nombreux échanges, notamment une autre qui lui a répondu que ça lui était arrivé une fois et que du coup elle avait supprimé son article parce qu'elle n'avait jamais reçu la box en échange. Il faut bien savoir que sur le web, on peut supprimer un article très facilement de son blog. Une autre chose, donc forcément, c'est l'échange de liens. Une entreprise qui a un blog intégré à son site internet propose au blogueur de faire un article. Elle lui indique qu'il sera publié gratuitement, en échange de quoi elle lui propose de faire un lien vers le site du blogueur. C'est ce qu'on appelle l'échange de liens, c'est bon, c'est une technique qui est utilisée pour augmenter le référencement et accroître la visibilité. Et pour intéresser le blogueur, il faut que le site ait un gros trafic, sinon rien ne sera renvoyé vers son site, son blog à lui et il ne trouvera pas d'intérêt. Donc toujours issu de paroles de blogueurs sur les groupes, notamment Facebook d'entraide. Sur un site qui n'existe pas, je me demande bien ce que tu vas gagner en visibilité. Tu vas seulement leur apporter du contenu et ton audience et en prime en partageant sur Facebook. Pas de site en ligne, référencement nul. Combien ils lisent vraiment le site, qui n'existe pas. À mon avis, 0 visibilité. Donc voilà, ça ne sert à rien. Sachez que dès que vous contactez un blogueur, sa première réaction est d'aller voir sur Internet qui vous êtes, depuis combien de temps vous existez, d'aller voir si votre site est bien référencé, etc. Donc, vous amusez pas à ça. Une autre technique qui est très pénible, c'est de jouer, ce que j'appelle jouer au morpion. Et surtout de ne pas connaître ni le blogueur ni son environnement. Je vais vous parler d'un cas d'une entreprise, d'une très grosse entreprise,
pour laquelle l'attachée de presse ne connaissait ni le fonctionnement du festival dont elle était partenaire, ni le fonctionnement du blogueur. Elle a demandé à un blogueur donc d'écrire des billets en échange d'un pass pour aller voir l'ensemble des films gratuitement. Or, ce qu'il faut bien savoir, c'est que sur ce festival, à partir du moment où vous êtes blogueur, vous avez un pass gratuit. Donc, vous pouvez aller voir tous les films, assister aux soirées sans être obligé d'écrire un billet. Alors, Catherine, on a plusieurs questions sur là-dessus parce que finalement, où on arrive à faire, on va dire, la moyenne entre essayer d'intéresser les blogueurs, donc leur envoyer par exemple des échantillons ou essayer de faire en sorte qu'ils y trouvent leur intérêt justement pour écrire un papier et en même temps ne pas jouer au morpion. Où est le bon équilibre finalement? Parce que Déjà, oui. donc déjà, moi je dis lire le blog, parce que forcément, si le sujet ne m'intéresse pas, je n'irai pas. Si on m'invite, je sais pas moi, un truc qui est vraiment en dehors de ma sphère d'intérêt, je vois pas pourquoi je me déplacerai. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on le verra un petit peu plus loin, il faut travailler l'angle. Maintenant, si vous envoyez un CP à un blogueur, vous le relancez en lui envoyant un petit DM parce qu'il vous suit sur Twitter, qui vous répond pas, laissez tomber, n'allez pas le harceler, que ce soit par téléphone, sur les réseaux sociaux ou par mail. Vous voyez à un moment donné quand, voilà, s'il peut pas, il peut pas. Il ne veut pas vous répondre, il ne vous répondra pas. Ça ne sert à rien de le harceler. L'autre chose, donc ma copine blogueuse qui était allée sur cet événement, l'attachée de presse lui a couru après pour qu'elle écrive un article et elle a trouvé ça particulièrement lourd. C'est la même chose, un blogueur ne va pas forcément écrire un article. Vous pouvez inviter un blogueur pour qu'il fasse du bruit sur les réseaux sociaux, pour qu'il tweete, qu'il poste sur Instagram, sur Pinterest, qu'il parle de votre marque, mais pas forcément pour écrire un billet. J'allais dire que c'est un petit peu comme dans la vraie vie ou comme avec un journaliste. Vous n'allez pas le harceler, à un moment donné, vous arrêtez. Est-ce que j'ai répondu à la question? Absolument, absolument. Je vous laisse continuer. Donc franchement, voilà, toutes ces mauvaises pratiques, il faut arrêter le harcèlement. Moi, j'ai été invitée avant de partir en vacances à visiter un lieu touristique. Je ne pouvais pas parce que j'ai dit très franchement à la personne que je partais en vacances et que je rentrais, je crois que c'était le 18 août. Le 18 août, il m'a envoyé un petit message privé en me disant Catherine, c'est quand vous voulez, on sera toujours heureux de vous accueillir, on peut fixer une date. Voilà, ça c'est la personne qui a tout compris. Je lui dis non, je pars en vacances. Le jour de mon retour, il m'envoie un petit mot gentil. D'accord. Alors j'ai une question aussi. Est-ce que vous l'avez déjà ressenti, Anne, qui nous parle finalement, est-ce qu'il existe un conflit journaliste-blogueur? Est-ce que certains journalistes ne veulent pas être traités au même titre que des blogueurs? Non, on ne traite pas un journaliste comme on traite un blogueur. C'est des personnes différentes. Mais néanmoins, aujourd'hui, les journalistes sont de plus en plus sollicités. Ils ont de moins en moins de temps. On leur demande de couvrir de plus en plus de choses. Ils ont des demandes qui fait que, comme pour un blogueur, on va leur donner le maximum d'informations, des informations qui sont faciles à traiter, on va leur envoyer tous les liens, on va leur envoyer les photos. Au niveau de cette méthode de travail, oui, effectivement, ça se rejoint. Après, j'allais dire, inviter des journalistes et des blogueurs, moi je l'ai eu fait, ça se passe très bien, c'est pas toujours le même rythme, et c'est comme pour tout, enfin, sur un point presse, vous avez des journalistes qui s'aiment pas, vous avez des journalistes qui n'aiment pas certains blogueurs, et vous avez certains blogueurs qui n'aiment pas certains journalistes. Après, je dirais qu'il faut les connaître. Voilà, c'est des choses comme ça. Par contre, si vous faites un point presse, parce qu'il y en a qui font encore des points presse spécial blogueur ou spécial journaliste, offrez à boire de la même façon, offrez un petit déjeuner de la même façon, et à ce moment-là, vous les traitez de la même façon.
Voilà. D'accord. Mais donc on peut tout à fait, on peut tout à fait mélanger pendant à une conférence de presse ou un voyage de presse, journaliste et blogueur. Tout à fait. Moi, je le fais régulièrement et ça pose aucun problème. Alors, après, il y a des journalistes qui n'apprécient pas forcément. Euh, voilà, ça passe par la connaissance des journalistes et de vos blogueurs. Et alors, quid des journalistes qui sont également blogueurs, nous demande Anne. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que vous, dans votre expérience, justement, vous en avez fait beaucoup? Et est-ce que ces deux Alors, mondes, finalement, ça ne peut pas être les mêmes, au final? alors, j'ai deux cas de figure auxquels je pense. J'ai une amie qui est à la fois journaliste et blogueuse. Pour la partie journaliste, c'est tout ce qui est économie. Et pour sa partie blog, c'est plus quelque chose où elle parle de sa ville, enfin notamment, elle est de Lyon, donc elle parle de Lyon, elle parle des femmes, voilà. Donc sa ligne journalistique est très différente de sa ligne de blogueuse. D'accord. Mais en Après, tout vous, cas, dans votre expérience de journaliste-blogueur, c'est ouais. quand même très, comment dire, très séparé. C'est pas sur les mêmes sujets. Euh, c'est, euh, c'est pas justement finalement réécrire sur un blog ce qu'on avait déjà écrit dans un papier. Là, dans votre exemple, Ouais, elle a changé de sujet. Elle veut justement s'orienter sur autre chose que l'économie, par exemple. tout à fait. L'économie est réservée donc à son travail, j'allais dire, de salarié et de journaliste, et son blog est consacré à ce qu'elle aime, elle. D'accord. Donc, on a vu un autre écueil, c'est de prendre le blogueur pour Robinson Crusoe, c'est-à-dire qu'on croit qu'il est derrière son ordi et puis qu'il écrit ses papiers. En fait, pas du tout. D'abord parce que ben, le blogueur va se rendre sur des manifestations sur lesquelles il est invité, parce que le blogueur est hyper connecté. Il faut voir qu'il y a toujours le smartphone ou la tablette ouverte et qu'ils sont en permanence, enfin même moi, hein, je le suis en permanence sur Facebook, Twitter minimum, Instagram, voilà, c'est quelque chose qui... Donc ils communiquent entre eux, ils échangent. Voilà. Et notamment sur les groupes Facebook, c'est démentiel parce que dès qu'il y en a un qui pose une question ou qui signale une marque, en moins de 30 minutes, vous avez à peu près une centaine d'interactions. Chacun en rajoute, toujours en citant le nom de la marque, le nom de l'attaché de presse ou du community manager. Je vous ai cité quelques exemples. Elle m'envoie un communiqué de presse pour un site, sans même prendre le temps préliminaire, pas de présentation, elle n'essaye même pas de me dire que je suis géniale, sans prendre le temps de personnaliser son mail. Martine est une bourrine, elle me balance son CP comme ça, de but en blanc. J'ai une demande de thé, il cite la marque encore, enfin ça c'est une agence. Quelqu'un a déjà travaillé avec eux. J'ai reçu une demande de partenariat de B, vous connaissez, vous en pensez quoi? Automatiquement, tout le monde répond. Et certaines agences sont grillées parce que c'est ah ben, j'ai travaillé avec eux, c'était nul, etc. etc. Euh, Après, voilà, des DM toute la journée, parlez de mes produits, s'il vous plaît, des messages sur Facebook. Il faut arrêter, qu'on prenne un minimum de considération. Donc, on m'envoie des DM pour parler d'une marque. On vient de s'abonner à moi il y a 5 minutes. On n'a même pas pris le temps de regarder ce que je faisais ou autre. C'est comme dans la vraie vie. Vous n'allez pas croiser quelqu'un dans la rue et lui demander quelque chose de but en blanc. Vous allez déjà commencer par lui dire bonjour. Donc, c'est très dangereux pour une marque, un annonceur, une attachée de presse, d'avoir ces mauvaises pratiques. Voilà. Alors voilà quand même une grosse différence finalement entre journaliste et blogueur, Ouais. c'est que il y a une communauté de blogueurs. Vous vous entraidez manifestement, ce qui est peut-être pas la même Ouais. chose à travers les différentes rédactions qu'on peut avoir dans la presse. Je me trompe? Alors, après, moi, je suis attachée de presse, je suis pas journaliste. Je sais que les journalistes s'entraînent également entre eux. Moi, je fais partie du club de la presse de Lyon, mais peut-être pas de la même façon, en tout cas. Et à mon avis, pas avec cette instantanéité. Donc, les bonnes pratiques, on va dire que c'est du bon sens. On cible. On réfléchit à un angle d'accroche. Typiquement, un exemple, une blogueuse qui disait ben, on vient de me demander un concours sur mon blog, sauf que le concours c'est pour une e-cigarette.
Et moi, j'ai un blog beauté, bio, ethnique et gourmand. Éthique, pardon, et gourmand. Bah, là, c'est très simple. Moi, je suis l'attaché de presse. Quand je lui envoie un mail, je change mon message et je lui dis, j'axe le discours en disant que bah, la cigarette, elle est connue pour ses méfaits sur la peau, ses composants sont dangereux, et donc on est loin du bio et on peut retomber sur la beauté, le bio et l'éthique. Voilà, c'est pas compliqué. Et on me demande du coup, est-ce qu'il y a des communiqués de presse, des formats de CP qui plaisent aux blogueurs et qui font plus mouche par exemple, on nous dit souvent la bonne pratique pour les journalistes, c'est un communiqué de presse d'une page traditionnelle. Vous, est-ce que vous avez des conseils sur comment on parle aux blogueurs? Est-ce qu'on est peut-être plus concis? Est-ce qu'on est plus punchy? Comment on parle aux blogueurs? Ben, là, pour le coup, c'est ce que je disais tout à l'heure aujourd'hui où les journalistes sont de plus en plus sollicités. Un communiqué de presse, ça se travaille effectivement pour être intéressant, être court, être facilement lisible. Et que ce soit pour un journaliste ou un blogueur, c'est la même chose. Il faut qu'il soit punchy, il faut que le journaliste ou le blogueur trouve tout de suite ses informations, qu'il ait des liens sur lesquels, s'il veut aller plus loin, il puisse se renseigner. Mais pour le coup, enfin, on fait pareil, quoi. Un communiqué de presse, de toute manière, c'est une page. On sélectionne ses infos, hein. Un communiqué, un message. D'accord, très bien. Donc voilà. Donc de la même façon, voilà, travailler un angle d'accroche qui peut l'intéresser. C'est quand même le plus important. Est-ce qu'il faut écrire communiqué de presse sur le mail que vous envoyez aux blogueurs comme on a coutume de faire avec les journalistes pour que vous puissiez identifier directement le caractère de l'information? Non, enfin, dans l'objet du mail, moi, je mets pas communiqué de presse. D'accord. On met Non. directement un sujet qui... Ouais, je mets l'information. D'accord. Ok. Merci. Question d'Alexandre. Voilà. Après, voilà, on peut aussi, moi je le fais pas. Très bien. Donc voilà, très important, donc je facilite la vie des blogueurs. On l'a vu, beaucoup travaillent, 44% sont salariés et beaucoup travaillent en freelance. Donc on envoie une information qui est claire, on envoie un mail qui est court, qui est concis, et là on met un lien vers toutes les informations. Si vous organisez un concours, vous proposez un concours aux blogueurs, rédigez-lui tout, y compris les petits textes qu'il peut mettre dans son blog. Voilà. Moi, je sais que beaucoup de blogueurs m'ont remercié parce que je leur fournis quelque chose qui est travaillé jusqu'au bout. Ils l'utilisent ou ils n'utilisent pas, mais en tout cas, ils ont tout sous la main. Ça se fait également. Ça c'est aussi quelque chose, on avait noté une des grandes différences peut-être avec les journalistes. Alors, vous allez me dire si je me trompe ou pas. Les blogueurs sont très sensibles à votre présence sur les réseaux sociaux. Je m'explique. J'ai l'impression qu'une entreprise qui est présente sur les réseaux sociaux, ou voilà, qui utilise Pinterest, les nouvelles technologies, ça va les encourager à parler d'elle. Et ça peut, à l'inverse, les décourager si jamais ils voient que l'entreprise ne communique pas, qu'elle ne partage pas son actualité. Et elle aura peut-être plus tendance à parler d'une société dynamique sur le web et le web 2.0 que le contraire. C'est vrai? Alors, ce qui est vrai, bon, on a passé cette diapo. C'est pas plus sans parler, mais en tout cas, notamment une réflexion d'un des blogueurs qui était, quand il a été contacté par une marque, enfin une agence, il est tout de suite allé voir son Facebook, je peux vous citer ça, le Facebook de l'agence, 131 likes en un an, c'est peu d'interaction. Jamais plus de 4 likes en comptant ceux de l'agence elle-même. Twitter, 79 followers, 109 tweets. On parle un peu de leur cercle G+, enfin Google+, pardon. Bref, je n'irai pas plus loin. En fait, je m'en tape un peu, mais j'ai trouvé que cet exemple était pas mal pour faire un petit récap des choses que l'on peut regarder en 2 secondes sur une agence. Mais c'est effectivement très important parce que ça vous donne une crédibilité et une visibilité. Si vous obtenez un article d'un blogueur et que vous le partagez, si vous avez un compte Twitter à 8000 voilà, 8000 followers et que vous diffusez à ces 8000, c'est important. Si votre compte Facebook est à 8000 abonnés ou 5000,
vous allez poster ça sur votre compte Facebook et forcément vous avez plus de personnes qui ont une chance de le voir. Si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, si vous partagez, c'est tout bénéfice pour un blogueur également. Et c'est tout bénéfice pour vous parce que vous diffusez en même temps les informations sur votre entreprise, écrites par un journaliste ou un blogueur d'ailleurs. Mais les journalistes, ils sont peut-être moins sensibles. Je veux dire, un journaliste va très bien pouvoir interviewer une petite entreprise qui n'est absolument pas présente sur le web, alors que le blogueur y attache justement beaucoup d'importance, parce que finalement, il y voit son intérêt, là, pour le coup. Oui, alors, enfin, pour le coup, il peut très bien interviewer une petite entreprise parce que la petite entreprise lui plaît, hein, on fait ça en permanence. Mais c'est vrai que si vous êtes une agence de RP, en tout cas, vous avez intérêt à être présent un minimum. Moi, je travaille avec des agences, notamment pour la partie blogueur, très souvent, en collaboration. L'agence ne partage même pas les articles, les billets que les blogueurs vont lui faire. C'est dommage. Voilà. Là, vous avez intérêt quand même à avoir, moi je dirais carrément, un community manager et être présent sur les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup d'agences de relations presse qui l'ont très bien compris. Très bien, merci. Vous faites un point blogueur, ben, vous faites attention aux horaires. Ils travaillent, faites ça plutôt en fin de journée. On remet un CP. Moi j'ai vu des points blogueurs où on ne nous donnait pas de communiqué de presse. Quoi. Ça ne sert à rien, c'est de l'argent qui est balancé. Ou alors vous l'envoyez dans la foulée par mail. Vous offrez un rafraîchissement, un cocktail. Moi j'avais été invité une fois à un point purement blogueur. On crevait de chaud, la manif était super, tout était génial, la DIRCOM adorable. Mais il n'y avait même pas une bouteille d'eau. Voilà. Bon, ça, heureusement, maintenant, ça commence à se tasser et on commence à être reçu comme tout le monde. Et puis, remercier tout bêtement, envoyer un petit message via Facebook, via Twitter, si vous n'avez pas envie d'envoyer, de prendre le temps de faire un mail en disant merci d'être venu. C'est tout bête, mais ça fait plaisir. Partagez les articles qui vous auront fait sur les réseaux sociaux. Voilà. On essaye de leur répondre le soir ou le matin avant qu'ils partent travailler quand ils vont lire leur mail. Et puis on est connecté. Voilà, on est sur les réseaux sociaux. Cindy, vous l'avez dit, on est sur les réseaux sociaux un minimum. En plus de ça, ça va vous permettre de communiquer directement avec eux. Moi, je le fais très souvent. Quand j'envoie un communiqué de presse ou une invitation, si je n'ai pas de réponse, j'ai envoyé un petit DM à la personne ou un petit message sur Facebook et elle me répond tout de suite. On apprend à mieux le connaître, on va lire les commentaires que ses lecteurs laissent sur son blog. Et puis, on est attentive au contenu, à la qualité des échanges, au graphisme de son site. On n'hésite pas à lui laisser un petit commentaire quand on a aimé un de ses articles. Moi, je le fais quasiment tous les jours, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Un article de blog, c'est souvent court, hein, c'est pas une page du monde. Mettre un petit merci à la fin pour ces infos ou j'ai aimé cet article, ça ne prend quand même pas énormément de temps. Alors j'ai quelques dernières questions là-dessus. Quand un blogueur vient vers vous ou sollicite une entreprise pour écrire un petit papier, comment nous, entreprises, annonceurs ou agences, on peut juger de finalement sa crédibilité à lui et son influence? Quelles sont les mesures qu'on peut faire? Est-ce que c'est justement regarder le nombre de followers sur les réseaux sociaux? Alors, je dirais que la première chose à faire, c'est d'aller voir son blog, parce que ça va vous donner une idée depuis quand il écrit, la régularité avec laquelle il écrit, le nombre d'interactions, est-ce qu'on lui laisse beaucoup de petits commentaires, plus il y en a, mieux c'est, est-ce qu'il répond à sa communauté, s'il ne répond pas, c'est un peu moyen. Allez voir effectivement après sur ses réseaux sociaux, combien de personnes le suivent, combien il y a d'interactions, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter ou sur Google+. Après, aller voir éventuellement avec le logiciel Cloud comment il est classé dans les influenceurs. Après, aller voir le page rank du site. Aller sur des outils comme Alexa, hein, qui sont des outils gratuits. Mais en fait, c'est vraiment un recoupement. Pour moi, je mets d'abord l'accent sur la qualité de ses échanges avec sa communauté et le nombre de sa communauté. Et ce qu'il écrit, bien sûr.
D'accord. Est-ce que j'ai répondu ou... Très bien. Eh ben, écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Effectivement, on pourrait y rester beaucoup plus longtemps. En tout cas, merci beaucoup, Catherine. C'était vraiment très intéressant. Merci d'avoir partagé aussi librement votre expérience.